On repart les amis, Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. Je vais donner donc, alors juste, on va parler évidemment de la France mais du monde et d'une éventuelle récession mondiale, c'est ça, comment éviter la récession. Les chiffres donc de l'INSEE qui sont tombés hier, une inflation en ce qui concerne la France à 5,2%. Pour le mois de mai, 8,1 pour la zone euro, un PIB en contraction sur le premier trimestre, donc en ce qui concerne la France, recul de 0,2%, avec ce qui est peut-être le truc le plus inquiétant, qui est le recul de la consommation, recul d'1,4%. Et maintenant, l'INSEE dit, enfin non, c'est les économistes qui regardent, mais tu vas me dire ce que tu en penses, que pour la France, c'est 2% de croissance max en ce qui concerne 2022. Voilà, donc... Est-ce qu'on est rentré, là, dans un cycle, on parlait à un moment de stagflation, mais qui pourrait même être pire, et est-ce qu'effectivement, il y a maintenant des risques de récession pour l'Europe, pour la zone euro, à l'échelle mondiale? Comment est-ce que tu regardes ça? On va raisonner à l'échelle mondiale. Alors, raisonnons à l'échelle mondiale, parce que... qui décide, hélas, voilà. Et donc, il y a des risques très sérieux de récession mondiale, absolument. Et qui sont, à mon avis, supérieurs à 50% aujourd'hui, mais pas immédiatement. Parce que, 2023, tu dis? Je dirais, oui, courant le 2023, printemps-été 2023. On a un certain nombre d'indicateurs, nous, qu'on utilise, et tu parlais de la stagflation. Ouais. En fait, l'inflation est un indicateur avancé de récession. Il ne faut pas oublier que jusqu'à Covid, les 11 récessions d'après-guerre avaient été précédées par un pic d'inflation, avec 6-7 mois d'avance. Et d'ailleurs, le pic d'inflation en moyenne ou en médiane était de 6 à 7, tu vois, alors qu'aujourd'hui, on a plus de 8. Et je vais même te mentionner un autre indicateur qui va peut-être plus te surprendre, parce que les pics d'inflation sont un indicateur avancé. On a d'autres indicateurs. Le taux de marge qui commence à baisser est un indicateur avancé. La courbe des taux qui s'aplatit, voire qui s'inverse, c'est un indicateur avancé. On a également le taux de chômage, le bas niveau de taux de chômage, qui est un indicateur historiquement avancé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a un taux de chômage à 3,5, on a une inflation à plus de 8. Et je vais te dire une chose. 3,5 aux États-Unis, là, oui, tu parles des États-Unis, ouais, voilà. C'est le cœur du truc, C'est le cœur du réacteur. Voilà. On parlera de la Chine si tu veux. Voilà. Bah oui, quand même. Voilà. Mais depuis la récession de 53, quand tu as une inflation supérieure à 4 et un taux de chômage inférieur à 5, il n'y a pas, pendant un trimestre, pendant 3 mois, il n'y a pas un moment de l'histoire d'après-guerre où tu n'as pas eu une récession dans les 24 mois. Donc aujourd'hui, tu as un taux de chômage très bas, tu as un taux d'inflation très haut. Et alors on a un petit modèle, nous, au Cahiers Verts, où on couple ça avec la courbe des taux, mais on pourrait coupler ça aussi avec le taux de marge, avec d'autres indicateurs. On est quand même entré dans des terrains, alors pas immédiatement, parce que ce qui sauve l'économie mondiale, c'est qu'on est quand même encore en dynamique post-Omicron, c'est-à-dire que la mobilité monte, les services, type hôtellerie, tourisme, se portent très bien. Très, très bien. Voilà. Et donc ça remonte, et ça permet de contrer les forces récessives qui sont actuellement en place. Et donc prenons les États-Unis. Les États-Unis, actuellement, si je regarde la trajectoire de croissance d'ici la fin de l'année, ils sont à 2, ce qui est assez faible pour eux. 2, voilà. Au 4e trimestre, c'était à 7. 7 en croissance annualisée. Tu vois, ils redescendent à 2. Mais c'est un effondrement. Oui, c'est pas une récession, c'est pas de contraction économique. Mais c'est une chute libre. Parce que, à part ce que je viens de te dire, là, les indicateurs avancés, regarde l'environnement. Resserrement considérable des conditions financières à cause du resserrement de la Fed, baisse du marché action, spread de crédit qui augmente, taux mortgage qui explose, et donc retournement du marché immobilier. Moi, je prends le pari avec toi qu'au 2e trimestre, tu vas avoir un investissement résidentiel aux États-Unis nettement en zone de récession. Tu n'as pas d'impulsion budgétaire positive cette année. Au contraire, tu as une impulsion budgétaire nette négative quand tu compares à l'an dernier. Tout à fait. Tu as donc... Mais alors, attends, Jean-Pierre. Le pic d'inflation, voilà, et tu as la demande mondiale qui baisse. Et regarde bien un truc très important, parce que tu parlais de stagflation tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe d'habitude quand la demande mondiale baisse? Il y a un régulateur qui se met en place, c'est que les prix des matières premières baissent. Et là, ça se passe pas. Pourquoi? Parce que, évidemment... Parce que embargo pétrolier, parce que guerre en Ukraine, parce que voilà. Mais ça, c'est la cerise géostratégique sur le gâteau, quoi. Et avec ça, tu voudrais... Enfin, quand je dis tu, c'est le monde voudrait qu'on évite la récession. Enfin, j'adorerais, hein. Et j'ai pas dit que ce serait une récession très grave ni très longue, mais je pense que ça va être quand même très difficile d'éviter un truc pareil. Alors sur la Chine... Mais toute la question... Attends, parce que cette récession, toute la question, si cette récession que tu supportes sur, j'en sais rien, 3, 6, 9 mois, tue l'inflation, à la limite, pourquoi pas prendre de la récession? Voilà.
Mais moi, je pense que c'est le prix à payer. Le sujet de la stagflation, c'est justement qu'elle ne tue pas l'inflation. Ah oui, alors là, tu parles... Ça, c'est la Grande-Bretagne des années 70. Globalement, c'est là que le mot avait été inventé. L'ensemble du monde occidental, puisque en France aussi. En France aussi. Même en 1980, année de croissance très faible, on avait 14% d'inflation. Donc c'était un phénomène global. Sauf que c'était un cycle long. Parce que les anticipations d'inflation étaient maintenues notamment par les clauses d'indexation des salaires. On n'a pas aujourd'hui, à part un ou deux pays comme la Belgique, si tu veux, t'as pas de clause d'indexation. Donc, si la récession intervient dans un an et qu'elle purge, effectivement, tu vas te retrouver avec des niveaux d'inflation beaucoup plus bas. Alors, tu ne retrouveras pas les niveaux d'inflation d'avant crise, si tu veux, tu ne retrouveras pas les deux aux États-Unis, 2,5. Et puis nous, c'était plutôt 1,5. Oui, mais c'est pas plus mal ça, parce qu'on m'a raconté pendant 10 ans qu'il en fallait un peu de l'inflation et qu'on allait la chercher à tout prix. Gloire à Satan, comme je l'avais dit ici. Gloire à Satan. Voilà, oui, parce que l'inflation, c'est l'œuvre du diable. Ah oui, t'avais dit ça. C'était qui ça ? André Mauroy. André Mauroy. L'œuvre du diable parce qu'elle respecte les apparences et détruit la réalité. Voilà. Et c'est vrai que c'est un phénomène. Mais de temps en temps, il faut un peu mentir. C'est un mensonge social finalement, avec des effets de redistribution un peu pervers, inégalitaires, etc. Mais ça permet de mettre de l'huile dans les rouages, parce que sinon, c'est la croissance en volume qui est principalement touchée. Et donc, quand on a le niveau d'endettement qu'on a, comme aujourd'hui, faut conserver des taux réels nuls ou négatifs. Voilà. Et pour préserver un minimum la rentabilité des boîtes, il faut avoir des salaires réels qui n'augmentent pas trop. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Regarde aux États-Unis. C'est ce qui se passe. On va voir. Parce qu'en fait, ce que tu décris là, tu le décris là, aujourd'hui. Oui. Tu l'aurais pas décrit il y a 2 mois, Jean-Pierre. Avant la guerre ? Avant la guerre. Non, on était moins haut et on pensait qu'on serait déjà en désinflation. Et c'est ça, on pensait qu'à l'été c'était fini. Globalement, c'était ça les prévisions. Non, c'était quand même plus haut que d'habitude. Voilà. Ouais. Simplement, ça baisserait plus nettement. On a une guerre. On a une guerre qui en plus touche les hydrocarbures majeurs, et même les métaux industriels. Et même les fertiliseurs, ça va au-delà de simplement... Et c'est pas seulement, d'ailleurs, le pétrole dans l'énergie. C'est aussi le gaz, c'est le charbon, bref, c'est global. Donc, c'est un phénomène extrêmement important. Et alors, quand je fais mes prévisions, moi, je suis obligé de prendre des hypothèses sur ce qui se passe en Ukraine. Et je suis désolé d'avoir à dire ici que on observe, malgré un conflit déjà long, de plus de 3 mois, alors qu'au début... Il y avait quand même pas mal de gens qui disaient que ce serait plié en 2 semaines. Non, au bout de 3 mois, c'est pas plié. Donc c'est long. Ça s'intensifie du point de vue des effets de réverbération économique. La Russie n'exporte plus de gaz à la Pologne, la Bulgarie, la Finlande, quand même. Voilà. Ils l'ont coupé aux Pays-Bas, là. Voilà. Y a maintenant la Suède et la Finlande qui vont rejoindre l'OTAN. Donc l'OTAN a une emprise sur la mer Baltique. C'est comme un événement géopolitique assez important. C'est pas fait pour arranger les choses. J'ai pas dit si c'était justifié ou pas. La question, elle n'est pas là. Mais du point de vue des tensions géopolitiques, ça s'améliore pas. Du point de vue des sanctions... Je rajoute juste un point là-dessus, et je reviens sur les sanctions, mais les Danois votent là, référendum, j'étais passé au travers, référendum, donc en 92, après qu'ils ont dit non au traité constitutionnel, absolument, à Maastricht, ils ont négocié une forme d'exemption pour ne pas participer au programme de défense, et là ils votent référendum pour se donner la possibilité d'y retourner. Donc on est bien sur des changements stratégiques majeurs. Absolument, et il y a de plus en plus d'armements lourds qui sont livrés à l'Ukraine. On n'en est pas aux munitions, aux fusils. C'est des trucs... Alors que dans le Donbass, si tu veux, j'essaye de me documenter tous les jours à peu près sur ce qui se passe. On peut dire que l'armée russe avance, mais assez laborieusement, assez lentement. Et quand on fait le bilan de la guerre pour Poutine, on se dit, mais ce type, qu'est-ce qu'il a gagné là-dedans ? Il a gagné Mariupol, Kherson, la mer d'Azov éventuellement... Voilà, il a perdu 20 000 hommes, probablement un peu plus. Il a une dépression dans son pays de -7,8. Il a perdu la moitié des réserves de change. Tu vas lire le bouquin. Tu vas lire le bouquin de Frédéric qui te dit, et c'est en ça où c'est absolument passionnant, et ça va te faire réfléchir, où il balaye l'idée de puissance économique. Parce que justement, de puissance, de concept de puissance économique. Parce que justement, tu te retrouves face à des idéologues qui vont être prêts à payer, mais absolument. Ils s'en foutent, nous dit Ansel. Sauf que ils s'en foutent. Je m'appelle Vladimir Poutine. Je ne reçois plus les puces, les biens intermédiaires qui me permettent de fabriquer des armes. Et ça, c'est un peu plus sérieux. Pas suffisamment... Alors, peut-être qu'il en a parlé dans ce bouquin, mais ça, c'est un point très, très important, parce qu'il a besoin aussi des autres. Voilà. Et alors,
après, ce qui est intéressant, je ne sais pas ce qu'il dit dans le bouquin, mais moi j'essaye de me poser la question, qu'est-ce qui peut réguler Poutine? On pourrait se dire, c'est les oligarques. Manque de bol, ceux qui ne sont pas d'accord, ils disparaissent. Ouais. On pourrait dire, c'est les maires de soldats. Plus de 20 000 morts. On en a beaucoup parlé de ça, on les voit pas. Hein. Ce que j'ai observé, enfin ce que j'ai lu plus exactement, c'est qu'apparemment le nombre de victimes est très réparti dans le territoire. Donc c'est relativement discret pour l'instant. Voilà ce qu'on peut dire. On pourrait dire également quels sont les autres régulateurs. Les médias, il n'y en a plus. C'est une propagande abrutissante. Et Poutine, alors là, sans doute que l'auteur du bouquin, Frédéric Ancel, doit le dire, Poutine est quand même non seulement dans une paranoïa personnelle, mais même, je crois qu'il est dans une bulle idéologique où il continue le combat de Staline contre Hitler. Il continue le combat des premiers tsars, de la guerre patriotique. De la Sainte-Russie. Oui, mais enfin, on va dire. Non, mais il met Staline dedans, mais de la Sainte-Russie. Tout à fait, c'est exactement ce qu'il explique. Sauf que dans l'imaginaire des Russes, ce qui a fait leur fierté sur l'après-guerre, c'est les 20 millions de morts et la victoire sur les armées d'Hitler. C'est ça. La Grande Guerre patriotique. Oui, qu'ils appellent pas la Deuxième Guerre mondiale. Non, absolument. Ils appellent ça là, et c'est pour ça qu'ils le fêtent le 9 mai, pas le 8 mai, exactement. Et donc ça, et ça, c'est son jeu, voilà. Alors, on est face à un impérialiste du 19e siècle, on est une espèce de Napoléon un peu moins courageux, quoi, on va dire. C'est pas parce que je suis français, mais voilà, on va dire ça un peu moins visionnaire, parce que franchement... Oui, je crois que sa connaissance de l'art militaire ne doit pas être celle de Bonaparte. Exactement, voilà. Absolument. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Moi, je suis dans l'inconnu. Et donc, je prends un pari sur quoi? Je prends un pari sur une guerre longue. Poutine, il compte sur quoi? Il compte sur l'épuisement démocratique, c'est-à-dire le fait qu'on en ait marre de payer pour ça et qu'on paye d'un prix du baril trop élevé. Il compte sur le retour de Trump en 2024, selon quoi, et à mon avis, il a un peu tort, parce que le parti républicain qui est derrière Trump, il n'est pas du tout favorable à Poutine, même si je reconnais que Trump a été assez ambigu, on va dire, les choses comme ça, sur Poutine. Il compte sur ces trucs-là, mais il a le temps, parce qu'il n'y a pas de régulateur interne. Et sur la destruction massive, quand même. C'est-à-dire que... là, je lisais ça hier, son aviation qui maintenant quand même a réussi à se réorganiser et notamment à comprendre comment éviter les armes portées ukrainiennes, inflige des bombardements c'est de la destruction pure et simple. Quoi. C'est l'armée de Staline. Alors pour le coup, c'est exactement la même logique que l'armée de Staline. Oui, mais en face, il a quoi? Il a une guerre d'indépendance. Ouais. Pour la première fois, les Ukrainiens sont en guerre et dans leur esprit. Et ça, c'est un grand échec de Poutine. C'est qu'il n'a pas réussi à annexer les esprits, si je puis dire. Voilà, il a non seulement les territoires, mais également les esprits. Et on sont vent debout contre eux. Et il y a quand même des actes de résistance quand même extrêmement impressionnants. Mais donc revenons, tout ça est très intéressant, mais revenons à nos moutons purement économiques, purement macro. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas là donner de visibilité. Parce que c'est ça qui est très très compliqué pour les entreprises. Le consensus. Je vais te dire, donner une idée du consensus. Mais c'est pas le consensus que je veux. Moi, c'est l'opinion de Jean-Pierre Petit. Je vais donner mon opinion par rapport au consensus. Nous, on est sous le consensus depuis le début de l'année. Mais là, quand je vois 2023, je vois aux États-Unis 2. Franchement, ils vont faire, si tout va bien, un petit 1,5. Voilà. La zone euro, 2,3. Enfin, franchement, la zone euro est encore plus handicapée que les États-Unis par certains côtés, parce qu'on est plus dépendant de la Russie. Enfin, voilà. Bien sûr. Donc, on va faire un tout petit 1 si tout va bien. Voilà. Donc, tu vois, sur la récession, on va peut-être pas avoir une récession moyenne annuelle, si tu veux, parce que tu auras quand même un effet d'acquis à la fin de l'année. Mais tu te dis que quoi, mi-2023, on a purgé le truc? Ah non, au contraire, mi-2023, on rentre dans le dur. Attends. Purgé, tu parles de l'inflation? Bah oui. L'inflation, elle va commencer à diminuer en glissement annuel déjà à partir de l'automne déjà. Alors, ça va rester encore très élevé, mais ça va continuer. Mais alors, la récession va aider. Enfin, si je puis dire. C'est ça, à purger le truc. À purger, parce que ça va jouer sur les anticipations, sur les augmentations de salaire, sur l'emploi, sur tout ce qui fait. Parce que s'il y a de l'inflation aujourd'hui, c'est évidemment à cause de la guerre, mais il y avait déjà d'autres problèmes au niveau de l'offre, les goulets d'étranglement dans les semi-conducteurs qui n'ont pas été purgés, soit dit en passant. Il y avait encore beaucoup de problèmes qui ont été renforcés par les problèmes du port de Shanghai dernièrement. Et puis, tu avais quand même un marché aux États-Unis, tu as un marché de l'emploi extrêmement tendu. Tu as quand même des augmentations de salaire, un taux de chômage à 3,5, tu as des augmentations de salaire à 5,5. Donc, tu vois, quand je t'ai parlé du taux de marge tout à l'heure, qu'est-ce que font quand les boîtes ont des coûts unitaires du travail qui progressent de 5,5-6 actuellement, si tu lisses un peu sur plusieurs trimestres, tu as des charges financières qui commencent un petit peu à augmenter, ça reste cool, mais enfin, voilà. Tu as, pour les industries manufacturières, une hausse des prix des matières premières, il n'y a pas de miracle, les marges à un moment. Et les marges baissant, qu'est-ce que vont faire les boîtes? Elles vont couper dans l'investissement, dans l'emploi, dans les stocks. Voilà, Jean-Pierre,
Face à ça, les banques centrales resserrent les conditions financières. Elles ont tort. Pour toi non, parce que tu as été défenseur mais aujourd'hui, non, mais j'ai absolu du quantitative easing et de ses frères et sœurs. Absolument. Mais là, aujourd'hui, je ne suis pas favorable à l'inflation. Je citais André Monroy tout à l'heure. Je disais que si on se retrouve avec 2,5 ou 3% d'inflation, c'est très grave, c'est très bien. La norme de 2% ne correspond à aucune optimalité. Aujourd'hui, on a besoin de flexibilité nominale. Mais je suis membre du FOMC aujourd'hui à Washington. Je vois une inflation à 8,5. Donc Réserve fédérale américaine, hein, oui, FOMC. Ouais. Et donc je vois l'inflation à plus de 8. C'est normal que je suis obligé de lancer des signaux quand même, pour me dire que je m'occupe aussi de l'inflation. Et si tu es membre de la BCE, pareil. Et si je suis membre de la BCE, pareil, sauf que je pense que la zone euro est beaucoup plus fragile, que l'inflation est moins haute, enfin tendanciellement moins haute, que les hausses de salaire, même si elles augmentent un petit peu, sont beaucoup moins élevées qu'aux États-Unis. Donc aujourd'hui, par rapport aux anticipations, j'en ferai un peu moins que Christine Lagarde. Voilà. Mais que je lance des signaux pour dire aux gens, attention, déconnez pas trop, moi je suis quand même obligé de maintenir les anticipations de moyen terme à un niveau quand même assez stable et assez réduit. Je suis obligé de lancer des signaux, je suis obligé de resserrer la politique monétaire. Ok, le sens, ça me va. Faut pas trop en faire. Et d'ailleurs, j'observe que les marchés ont déjà commencé à intégrer, puisqu'il n'y a plus de durcissement maintenant du discours de la politique monétaire, surtout aux États-Unis, et que le taux terminal de la Réserve fédérale, le taux directeur terminal qui est anticipé l'année prochaine, n'augmente plus. Et d'ailleurs, les taux longs, si tu regardes bien, regarde le taux d'intérêt à 10 ans, il n'augmente plus depuis 1 mois et demi à peu près aux États-Unis. Je voulais juste finir avec ça, il nous reste 3 minutes. Et nous, on se tape une crise de la dette ou pas ? Non. Non, nous, la France. Ouais, nous, la France ou la zone euro, quoi. Ça y est, on reparle de ces fameux spreads, là. À part l'hypothèse Méluche, si tu crois dans la victoire de la Méluche. Mais à part ça, non. Non. Et d'ailleurs, Christine Lagarde et les membres de... Parce qu'on dépense à tout va, là, quand même, nous, là, mais vraiment à tout va. Mais on n'a pas le choix, on dépense à tout va. Oui, mais si la Banque centrale s'arrête de financer nos dépenses, La Banque centrale, elle n'a aucun intérêt... Enfin, je disais ça déjà en 2012. Avec mais tu me dis qu'il faut qu'elle envoie des signaux, là. N'a absolument aucun... Oui, non, mais que les choses n'aillent pas très bien au niveau de l'économie réelle, ça c'est clair, l'inflation, etc. Mais la BCE ne prendra jamais le risque d'implosion de la zone euro. Puisque sa mission première, même si elle n'est pas marquée dans le traité, c'est évidemment le maintien de la zone euro dans son existence. C'est pour ça que Mario Draghi, en juillet 2012, a sauvé le système. Et voilà, et on est marqué par ça. Et d'ailleurs, pour les spreads italiens, surtout avec Mario Draghi à la tête du gouvernement, c'est pas Berlusconi quand même. Voilà, il n'y avait pas photo. Donc on trouvera un mécanisme pour limiter les spreads, la croissance des spreads périphériques. Et moi, je pense que sur le plan de l'investissement, d'ailleurs, il faut commencer à s'intéresser à la dette italienne, tu vois, parce que le taux d'intérêt commence à devenir intéressant. Ah oui, mais là, c'est pour les... Ça, c'est pour les investisseurs. Oui, c'est pour les professionnels. On n'a pas le temps. Mais la Chine, Enfin, 1 minute, parce que... c'est puissant. C'est très préoccupant quand même, ce qui est en train de se passer là-bas. Ils sont bien en train de se prendre un bon -5 à cause de mars-avril. Mais... les contaminations, les flux de contamination, le nombre de cas symptomatiques et asymptomatiques a commencé à décliner. Les indicateurs à haute fréquence, tu vois, la congestion automobile, le trafic... Non mais on disait... Non mais ça remonte. Très vite. On disait la Chine, c'est 30% de la croissance mondiale. Globalement, c'est ce que tu me disais. Hein, voilà. Ouais. Si ça mais ça va remonter au T3, c'est ce que je sentais. Le T2 est horrible, mais ça remonte au T3. C'est très conjoncturel. Et oui, et ce d'autant que c'est un des rares pays où la politique monétaire est accommodante et où là, ils viennent de prendre des mesures encore fiscales sur l'automobile, sur les contributions sociales pour relancer l'activité. Ils vont pas assez vite, je trouve, mais ça va remonter, je pense. Merci Jean-Pierre. Je vous en prie, Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Demain, évidemment, Aurélie Planex. Mais non, demain, on se retrouve... mais évidemment, on est jeudi demain. On se retrouve demain pour débattre ensemble, évidemment. À demain.